Et ce que je disais, entre autres, à ces artistes il y a déjà longtemps, qui créaient sur Internet, c'est que le droit d'auteur, selon la perception qu'on peut en avoir, qui peut varier, il y a des gens qui vont dire le droit d'auteur, au Canada, c'est une vieille loi qui n'est pas adaptée. J'entre pas avec ce principe. C'est-à-dire que si je travaillais, moi, du point de vue de ceux qui exploitent vos œuvres, c'est-à-dire qui vous exploitent, j'aurais peut-être tendance à vous dire que la loi est mal foutue, il faudrait la changer. Et pour l'instant, vous devez vivre avec une mauvaise loi. Et vous seriez enclin à rester assis tranquillement, à créer en vous disant « il faudrait que la loi change, mais malheureusement, elle est vieille, puis je suis obligé de me laisser avoir. » Ce n'est pas mon propos. Mon propos à moi, c'est que la loi canadienne était d'ailleurs une des plus libérales encore dans les années 90. Et chaque fois qu'on lui a touché à cette loi à Ottawa, ça a été pour limiter les droits. Je m'explique. On a une belle loi qui est adoptée en 1924 qui donne de très grands principes généraux. Le Canada n'a pas le choix d'adopter cette loi et ses grands principes généraux. Et au Canada, on n'y touchera pas tellement à cette loi qui va évoluer. Et dans les années 80, on commence à se dire le droit d'auteur, c'est gênant, ou peu importe, il faudrait créer peut-être de nouveaux droits. Et quant à moi, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient limiter des droits qui étaient déjà prévus dans la loi. Vous voyez où je me situe? Je n'ai pas le discours de « on a une mauvaise loi ». J'ai plutôt le discours de « on a une loi qui est très, très correcte si on la compare à ce qui se fait ailleurs ». Je vous dirais même que je trouve que nos éditeurs québécois, par exemple, dans le domaine du livre, sont très courageux parce qu'ils ont des risques que dans d'autres États, ils n'ont pas en raison des règles du droit d'auteur. La loi est tellement sévère à certains égards qu'être éditeur ici, c'est plus dangereux qu'être éditeur en France. Alors que souvent, on dit qu'être en France, on vit avec une belle loi qui favorise les créateurs. Pas tout à fait vrai tout le temps. Donc, vous voyez où je me situe du point de vue du discours, en vous disant que notre loi, dans le fond, si on veut la faire interagir avec ce que l'on fait tous les jours, on n'a qu'à faire ce qu'on fait ou ce qu'on devrait faire tout le temps. On prend les grands principes que l'on connaît déjà et on essaie de les adapter à notre réalité. Puis les grands principes en droit d'auteur, ce sont lesquels? Ils sont bien vieux, mais l'être humain n'évolue pas si vite que ça. Hein? On est encore, pour bien des choses, dans le passé. Puis, un des droits fondamentaux qu'on découvre en droit d'auteur, c'est à l'époque où il y a des gens qui se disent « c'est bien beau que les princes et les évêques écrivent. Maintenant, la démocratie voudrait que tout le monde puisse écrire et que tout le monde puisse vivre de sa plume, si effectivement je veux tenter de vivre de ma plume. » On avait un gros problème qui était le suivant. Le droit de propriété que l'on connaît, que l'on connaissait. Puis mettez-vous même dans votre tête aujourd'hui, là. Si vous avez chez vous, par exemple, une chaise, au-delà que vous ayez un esprit ou non destructeur, vous savez très bien que c'est votre chaise. Vous pouvez la donner à quelqu'un. Vous pouvez la briser, vous pouvez l'acheter, la jeter. Vous pouvez la vendre. C'est à vous. Et ça, c'est le droit de propriété que l'on vous a appris. Vous achetez 1 litre de lait, vous ne vous cassez pas la tête, ouais, je l'ouvre et je bois mon verre de lait, puis il n'y a pas de gêne dans votre esprit, hein, c'est normal. C'est comme ça que vous êtes élevé, c'est comme ça qu'on a été élevé. C'est notre bien et on en fait ce qu'on veut. Arrive le droit d'auteur. Et on a des auteurs qui, on est dans les années 1600, se disent « Je devrais pouvoir vivre de mon œuvre. » Mais comment y arriver? On a créé un droit qui entrait mal avec les principes généraux. Principes généraux que je viens de vous donner, qui étaient la chaise est à moi, je peux en faire ce que je veux. Vous voulez vous asseoir, asseyez-vous. Je ne veux pas que vous vous assoyiez, asseyez-vous pas. Je suis maître de ma chaise.
Mais arrive un problème. Si j'achète, moi, au 17e siècle, un livre, ben, le livre est à moi. J'en fais ce que j'en veux, comme pour ma chaise. Et si je peux avoir une presse à imprimer, et dites-vous que quand la presse imprimée est inventée, ou en tout cas est sortie en Occident, tout le monde pouvait en avoir une. Ce n'était pas plus compliqué qu'une imprimante, qu'un photocopieur. Pas plus compliqué. Je n'avais même pas besoin de savoir lire. Pourquoi? Parce que j'ouvrais A, U, N, je prenais dans la case des petites lettres, puis je suivais, tant bien que mal. Et je pouvais produire un livre. Évidemment, pas très cher, parce que l'éditeur original, talonné par l'auteur, faisait ce qu'il y avait de mieux, alors que celui qui avait la petite presse dans son appartement, ben, il ne faisait pas nécessairement ce qu'il y avait de mieux, mais il parvenait à vendre pas trop cher. Et la personne qui faisait ça chez elle se disait, « Bien, j'ai acheté une copie du livre, je peux en faire ce que je veux. » C'était donc le droit de propriété traditionnel qui faisait en sorte que l'auteur disait, « Ouais, mais là, ça n'a pas d'allure parce que je ne fais pas d'argent, moi, quand quelqu'un fait des copies. » Et on a innové en disant, dorénavant, les auteurs auront le droit exclusif de reproduire leurs œuvres. Donc, ça voulait dire que tu peux acheter un livre sur le marché, mais tu ne peux pas le copier. Parce que la copie, c'est ce qui permet, vendu sur le marché, c'est ce qui permet à l'éditeur et à l'auteur de vivre. Et si tout le monde se fait des copies, bien, l'auteur ne vivra pas de son œuvre, ni l'éditeur. Puis dans le fond, ce n'était pas tout à fait nouveau, parce que juste avant qu'on prévoie ces droits, on vivait avec le principe de l'État qui contrôlait l'information. L'État incluait l'Église. Hein, c'est le vieux principe. Soyez malheureux sur la terre et vous serez heureux plus tard. Il y avait des princes et des seigneurs qui écrivaient ça. Eux autres, généralement, s'amusaient sur terre. Puis il y avait les autres, dont on faisait partie. Nous autres, on avait plutôt la vie triste. Et eux autres nous disaient comment vivre finalement. Et ils contrôlaient l'édition. Ce qui fait que l'État disait, toi, tu peux publier et tu vas publier telle matière. Pendant longtemps, ça a été comme ça. Jusqu'à ce qu'on arrive, et on est en 1709, notamment en Angleterre. C'est le siècle des Lumières, et on dit maintenant, la démocratie, là, la liberté va commencer à rejaillir chez nous. Tout le monde peut écrire, pas seulement les seigneurs et les monseigneurs, les princes et les évêques, mais tout le monde. Et on te donne un droit qui est le droit exclusif de reproduire ton œuvre. On commence avec le livre. On est en 1700. On ne pense pas trop aux autres œuvres. Ce qui est surtout important en termes de marché, ce sont les gens qui sont dans le domaine du livre. Puis on se préoccupe d'eux. Mais très rapidement, et là on va voir apparaître bientôt, on va voir l'évolution du droit et apparaître d'autres droits, très rapidement. Je suis un compositeur de musique. Évidemment, on ne vend pas d'enregistrement sonore. Ce qu'on vendait, c'était des partitions. Et on avait une loi anglaise, qui disait que les auteurs de livres ont le droit exclusif de reproduire.